Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo va nous permettre de revenir sur la correction du DS de Sciences DS que vous avez réalisé le vendredi 29 janvier. Alors un premier exercice autour du chapitre 4 sur l'identification d'un métal. Donc on avait un échantillon pur d'un métal gris que l'on souhaitait donc identifier. On le mettait dans une éprouvette graduée qui était rempli d'eau jusqu'à 40 millilitres et dont la masse avait été tarée sur la balance. Donc on obtenait une masse de 0 g pour l'éprouvette graduée contenant 40 millilitres d'eau. Quand on mettait l'échantillon de métal à l'intérieur, on obtenait une masse de 54 grammes, ce qui signifiait que la masse de l'échantillon testé était de 54 grammes. Le volume dans l'éprouvette passait de 40 à 60 millilitres, ce qui signifiait que le volume de l'échantillon testé était de millilitres. Alors, pour calculer la masse volumique, on utilise la relation masse volumique est égale à masse de l'espèce sur volume de l'espèce. Donc là, pour la masse volumique du métal, donc c'était la masse du métal sur le volume du métal. 54 grammes pour la masse, 20 millilitres pour le volume du métal. Alors, les données étaient en kilogrammes par mètre cube. Donc, il fallait convertir la masse de grammes en kilogrammes. Donc, 54 grammes, ça correspond à 54 10-3 kilogrammes. Et passer de millilitres en mètres cubes. On vous indiquait qu'un mètre cube c'était 1000 litres, donc 20 millilitres, ce qui correspond à 20 10-3 litres, donnera donc 26. L'option qu'il fallait donc réaliser, c'est 54 10-3 sur 20 10-6, et on obtenait 2,7 10 puissance 3 grammes par mètre cube, ou kilogramme mètre moins 3. Donc 2700 kg mètre moins 3. En comparant les données, on observait que c'était la masse volumique de l'aluminium, donc qui était indiqué ici, et donc ce qui nous permettait de dire que ce métal était de l'aluminium. Deuxième question, pourquoi aurions-nous pu éliminer le cuivre avant toute expérience? Eh bien, le cuivre est un solide de couleur rouge-orangé. Là, on vous parlait d'un métal gris, donc ça éliminait le cuivre. Ensuite, vous aviez un document qui vous présentait la graphie sur couche mince, une technique qu'on a utilisée en TP, qu'on a présenté en cours. On a fait aussi des exercices dessus. Vous aviez le chromatogramme de l'échantillon obtenu ici, l'échantillon S, avec donc on observait 5 taches verticalement. Donc on pouvait dire qu'on avait affaire à un mélange. Les autres espèces chimiques, limonène, le citral, le myrcène et la carbone ne faisaient apparaître qu'une seule tache en verticale, donc on avait affaire ici à des espèces pures. Et donc la question, il s'agissait de vérifier les constituants de l'huile essentielle S, donc qui avait été déposée sur cette plaque de chromatographie. Donc comme on observait 5 tâches, on avait 5 espèces chimiques qu'on pouvait identifier. En face de la première, on n'avait rien, donc là on passe à l'analyse horizontale. Après l'analyse verticale qui nous permet de dire qu'on a affaire à un mélange, analyse horizontale. Donc là on n'a rien en face de la première tâche, rien en face de la deuxième. En face de la troisième, on a l'espèce, la tâche correspondant au citral, donc l'huile essentielle S contient du citral. En face de la quatrième, rien non plus. Et en face de la cinquième, eh bien, nous avons la tâche correspondant au limonène. Donc notre huile essentielle contenait du citral pur et du limonène pur, et contenait aussi d'autres espèces chimiques qu'on est incapable là d'identifier. Ensuite, eh bien, on vous présentait le rapport frontal qu'on avait vu aussi lors du TP. On vous expliquait que c'était la distance parcourue par l'espèce chimique entre la ligne de dépôt et la tâche, et divisée par la distance parcourue par l'éluant pendant le même temps. Donc l'éluant, lui, passe de la ligne de dépôt à la ligne de front pendant que l'espèce chimique va de la ligne de dépôt à la tâche. Il fallait le calculer, donc faire ce calcul pour le limonène et le citral. Donc pour le limonène, petit h, donc distance parcourue par l'espèce chimique, on obtenait 2,7 cm. Grand H 2,9 cm, donc un rapport frontal de 0,93, ce qui collait avec notre indication ici, quand on faisait donc 27 mm ici sur 29, on avait 0,93 et l'indication du rapport frontal était de 0,9 dans les données, donc ce qui nous confirmait que l'espèce chimique contenait bien du limonène. Et pour le citral, eh bien, la distance parcourue était de 12 mm, ou 1,2 cm,
pendant que l'éluant, lui, courait toujours 29 mm ou 2,9 cm. Donc 12 mm sur 29 mm, ça nous donnait 0,41 pour la tâche correspondant au citral, et le citral, on était à 0,4 ici. Donc les valeurs étaient concordantes avec celles données dans le tableau du document 3. Troisième exercice sur 12 points, il était plus long celui-là, donc il permettait de faire le point sur le chapitre 3. Donc on vous demandait pour démarrer de compléter sur le sujet la position de l'ampèremètre et celle du voltmètre dans le circuit, et les positions des bornes étaient attendues, hein, les bornes A et COM. Donc nous avons ici pour un ampèremètre, eh bien on sait qu'on le branche en série, le voltmètre on le branche en dérivation, donc l'ampèremètre va se trouver ici et le voltmètre là. Le courant part de la borne positive vers la borne négative du générateur par l'extérieur, et donc il va rentrer par la borne A pour avoir une valeur positive d'intensité et sortir par la borne COM. Donc on mettait la valeur de A ici et la borne COM là. Et pour avoir une valeur de tension positive, on mettait la borne V ici et la borne COM de l'autre côté. Donc V COM voltmètre et A COM ampèremètre. L'allure de la caractéristique du conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est un dipôle qui est caractérisé par justement une caractéristique qui est une fonction linéaire, c'est-à-dire une droite passant par l'origine. Donc on devait avoir une droite passant par l'origine. Vous deviez tracer la caractéristique tension-intensité avec les valeurs qui étaient fournies. Donc tension en ordonnée, intensité en abscisse. Donc on obtenait un graphique qui correspond à une fonction linéaire. Donc une petite illustration ici, vous obteniez ceci. Donc on avait bien affaire à un conducteur ohmique parce que sa caractéristique respectait la loi d'Ohm qui dit que U est égal à R fois I, c'est-à-dire qui dit que la tension est proportionnelle à l'intensité, et que donc la représentation graphique de la tension en fonction de l'intensité sera une droite qui passe par l'origine. À l'aide de la courbe, vous deviez déterminer la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Eh bien, comme U est proportionnel à I, d'après la loi d'Ohm, la résistance R du conducteur ohmique correspond au coefficient directeur de sa caractéristique, hein, U égale F de I, c'est le coefficient de proportionnalité, qui est ici le coefficient directeur de la droite, puisqu'on a une fonction linéaire. La caractéristique étant tracée à la question précédente, il suffisait juste de déterminer le coefficient directeur de cette droite. Donc on prend deux points, le plus simple c'est de prendre parmi ces deux points l'origine, hein, comme ça les coordonnées c'est 0 et 0, et puis on prend un second point sur la droite, peu importe lequel, bon c'est bien qu'il soit assez éloigné quand même. Et donc quand on faisait YA moins YB sur XA moins XB à partir de cette caractéristique, eh bien on obtenait une résistance, donc le coefficient directeur est ici la résistance du conducteur ohmique de 48 ohms. Alors ensuite, donc on vous disait qu'un montage utile pour comprendre, enfin commencer à utiliser un microcontrôleur permet de faire clignoter une DEL. On a une DEL rouge dont la tension à ses bornes est de 1,8 volts, l'intensité doit être entre 10 et 30 mA. On vous dit que le microcontrôleur impose entre ses bornes une tension périodique valant soit 0 volts, soit 5 volts. Et donc on doit protéger la DEL à l'aide d'un conducteur ohmique pour que l'intensité soit entre 10 et 30 mA. Vous avez le schéma du montage ici. Il fallait commencer par flécher les tensions UAE, UBC, UCD. Donc pour flécher une tension, pointe de flèche sur la première lettre. Donc UAE, la pointe de flèche est sur le A et l'origine est sur le E. UBC, pointe de flèche est sur le B, origine sur le C. UCD, pointe de flèche sur le C, origine sur le D. Il fallait ensuite exprimer puis calculer UBC. Alors oui, pardon, l'intensité du courant, il va quitter la borne positive pour aller vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc ça part du plus, ça parcourt le courant et ça revient au moins. Donc le sens de circulation du courant est comme ça. Exprimer puis calculer UBC, eh bien, grâce à la loi d'additivité des tensions ou loi des mailles. UBC, on part de la première lettre, on s'arrêtera à la dernière, donc ça va nous faire UBA plus UAE plus UED plus UDC. UBA est une tension nulle puisque c'est la tension en bande d'un fil. UAE est fournie, ça fait 5 volts. UED, tension nulle, c'est la tension en bande d'un fil. UDC, eh bien, cette tension UDC était fournie dans l'énoncé.
en tout cas, on vous disait que la tension CD valait la tension UCD valait 1,8 volts, donc la tension UDC vaudra moins 1,8 volts, et ça permet de dire que la tension UBC vaut 3,2 volts. Alors ensuite, eh bien, quelle résistance? On avait 3 conducteurs ohmiques pour protéger pour protéger la DEL. Lequel choisissait-on? Donc, comme on savait que l'intensité qui devait circuler dans la DEL ne devait pas être supérieure à 30 mA et devait être par contre supérieure à 10 mA, donc elle devait être comprise entre 10 et 30 mA. Donc on appliquait la loi d'Ohm, UBC égale R fois I, pour trouver R, donc ça nous faisait UBC divisé par I, et on le faisait 2 fois, une fois pour une intensité de 10 mA et une fois pour une intensité de 30 mA. Donc on faisait R égale UBC sur I avec UBC égale 3,2 volts, comme on vient de le voir, et I égale 10 mA, attention, milli 1 10-3, donc 10-10-3 ampères, ça nous donnait 320 ohms, et on appliquait la même chose, la même relation pour I égale 30 mA, R égale UBC sur I, donc avec UBC toujours 3,2 volts, mais I qui vaut maintenant 30 mA, 30-10-3 ampères, et là on trouvait 110 ohms, donc la résistance devait être entre 110 ohms et 220 ohms, alors 0,22 kΩ, ça fait entre 110 ohms et 320 ohms, 0,22 kΩ, ça fait 220 ohms, donc 220 ohms est bien compris entre 110 ohms et 320 ohms, donc c'est la première résistance ici qui convenait. Et enfin, pourquoi la DEL clignote? Eh bien, on vous disait dans l'énoncé que le microcontrôleur délivre périodiquement une tension nulle, et du coup la diode est éteinte, ou de 5 volts, et dans ce cas-là, la diode est allumée, d'où le clignotement de la DEL. Voilà, vous avez le corrigé qui se trouve sur donc en pièce jointe du message envoyé. Vous l'avez aussi sur Pronote, donc bonne lecture pour bien comprendre tout ça.